petits enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, on va s'aérer un peu et faire un bref retour sur une affaire qui avait défrayé la chronique l'année dernière, une affaire dont j'avais laissé de côté depuis, mais qui est sur le point de reprendre. Je parle bien évidemment de l'affaire du prédateur sexuel lié à Israël et au Mossad, le juif Jeffrey Epstein, mort il y a un peu plus d'1 an, et soi-disant suicidé dans sa cellule. Mais dans cet épisode, le centre d'intérêt se portera sur notre zététicien préféré de la sphère des cervelles branlantes, qui s'autoproclame esprit critique, détenteur d'un consensus scientifique imaginaire, le bunker des étoiles, Sylvain Cavalier. Avec un K, n'est-ce pas? Comme caput? Non, avec un C. Comme connard. Son but, décortiquer les théories du complot telles qu'elles soient, au lieu de faire le véritable boulot. Eh bien, je suis youtubeur débunkage de théorie du complot, sur une chaîne qui s'appelle le Débunker des étoiles. Voilà. Les complotistes notamment pullulent sur internet et malheureusement il n'y a pas grand monde pour combattre leurs idées. Moi ça fait déjà des années que je me bats contre cette idéologie avec pour seule arme la logique et la science. Mais j'espère provoquer des nouvelles vocations en postant ces vidéos. Parce qu'en fait les complotistes ne sont pas tous bêtes. Au contraire même, pour devenir un complotiste, il faut déjà avoir atteint un certain seuil de culture et d'éveil politique, pour pouvoir lire et comprendre des choses sur le sujet. Je m'attaque donc avant tout aux idées, car ce sont les idées qui sont dangereuses, et pas les personnes. Mais alors me direz-vous, si les complotistes ne sont pas un culte, pourquoi croient-ils à des absurdités? Eh bien tout simplement parce que cela dépend aussi de facteurs psychologiques et sociaux, qui sont pas forcément attachés à l'intelligence. On retrouve toujours ce côté très simpliste, très manichéen chez les complotistes, car ils détestent généralement un groupe de personnes en particulier, comme les homos, les juifs, les journalistes, les socialistes, ou bien un groupe de personnes non identifiées, comme les élites, le gouvernement. Et parfois il peut même s'agir d'un groupe imaginaire fantasmé, comme les extraterrestres ou les Illuminati. Et comme ils détestent ce groupe de personnes, ils le considèrent responsable de tous les malheurs du monde. Par exemple, on sait aujourd'hui que le complotisme séduit principalement des personnes qui sont issues de milieux plutôt exclus et marginalisés. Donc une personne qui est exclue socialement, qui est dans une situation financière difficile, qui n'a pas trop d'amis, qui vient de se faire larguer, ou qui appartient à une minorité ethnique qui est ostracisée au sein de sa société, eh ben, aura une énorme propension à croire aux théories du complot. Un complotiste, c'est donc une personne qui se sert des théories du complot pour se conforter dans sa haine de l'autre, en rejetant sur lui la responsabilité de ses propres peurs et de ses propres échecs. On sait que la principale satisfaction psychologique retirée du complotisme, c'est de se sentir unique et important. Et finalement, n'est-ce pas là justement le but d'une religion? Se sentir aimé, regardé, écouté, en permanence par un être supérieur qui nous donne plus d'importance que nous n'en avons réellement. Je suis avant tout un sceptique, un zététicien, c'est-à-dire une personne qui cultive de la curiosité à l'égard de ce qui m'entoure et bien entendu aussi du doute, et la science du doute. Je réfute tout ce qui est irrationnel et qui n'a aucun fondement scientifique. D'ailleurs, j'ai une blouse. Petits enfants de la patrie, avec le peuple. Ah, je vois ADBK dans les commentaires, hein, qui est donc un petit peu mon némésis, il a fait des vidéos contre moi et tout ça. Ah, et il y a aussi Michael Anti-Debunker qui a parlé du Pizzagate dans une de ses vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer totalement de sujet pour m'attaquer au débunker des étoiles. Il me dit que j'aurais mieux fait de faire la vidéo sur le gag des hôpitaux vides. D'après cette recherche que j'ai menée de façon extraordinaire, on peut en conclure que le débunker des étoiles est un juif. Et je vais vous révéler... Oh non, putain. Donc en fait, paradoxalement, un complotiste en saura plus que la plupart des gens sur le 11 septembre, l'assassinat de JFK, l'homme sur la lune, Charlie Hebdo, etc. Parce qu'il aura fait des recherches sur le sujet. Le seul problème étant qu'il n'aura fait des recherches que dans son sens à lui. Vous savez, Michael Anti-Debunker, c'est le complotiste anti-juif complètement caricatural. Il est marrant, il est bien. Qui a fait 3 vidéos sur moi sur YouTube là pour attaquer mes vidéos sur le 11 septembre. D'ailleurs, je vais prendre en exemple un complotiste qui intervient régulièrement sur ma chaîne, dans les commentaires. D'un côté, il est embrigadé dans la croyance que tous les attentats du monde depuis 15 ans sont en fait des false flags du gouvernement et d'Israël. Mais d'un autre côté, apparemment, il passe aussi le plus clair de son temps à étudier la question. C'est une sorte d'obsession pour lui. Et du coup, il arrive parfois à sortir des exemples que je ne connais pas et qui m'obligent à faire des recherches pour pouvoir lui répondre. Et pourtant, croyez-moi que je connais déjà assez bien ces sujets. Mais tant t'es occupé de son cas, il a voulu contre-attaquer dans une vidéo réponse sur ma trogne, avec 2 autres compagnons de route, Aldreius que je salue, et une belle crevette que nous connaissons tous, Antoven Junior, alias Gigantoraptor. Ah, c'est du propre. À 3 contre 1. Une vidéo complètement à côté de la plaque, bourrée d'approximations et de bidouillage dans tous les sens. Bref, un débunkage complètement ridicule dont je me suis régalé à devoir les désinguer un par un. Effectivement, le vermisseau des étoiles, ce petit avorton, est en correspondance avec un ami qui est voisin avec le beau-fils de Nicolas Sarkozy. Oh, très amusant. Parce que parfois apparaît un gouvernement de connards qui provoque un conflit inutile pour des histoires de fric, que ces pays-là sont forcément toujours les méchants de l'histoire. Puis j'ai récidivé sur le Pizzagate, où sa vidéo était considérablement bourrée d'approximations elle aussi. Mais voilà, quelques années après, cette vidéo avait refait surface,
suite à l'affaire Epstein, où il a subi un gros raid. Et puis je me suis vite aperçu que j'avais tort, quand j'ai vu le tollé provoqué par ma vidéo sur YouTube, la marée de dislikes et de commentaires vénères sur ma vidéo sur le Pizzagate, j'étais effaré quoi. C'était des menaces de mort, je me suis fait traiter de pédophile, etc. Enfin c'était violent. Toujours est-il que cette vidéo du Pizzagate au final, évidemment ça m'a laissé un goût assez amer on va dire, et que j'ai préféré passer à autre chose, plus y penser et plus m'attarder là-dessus. T'as fini de te plaindre? Que dire des gens comme moi qui se font traiter de conspi ou d'antisémites toute la journée? Les années passent, Cavalier allait progresser sur les sujets comme l'incendie de Notre-Dame, ou encore les traînées chimiques. Également compagnon de route de la tronche en pied, il n'hésite pas à relayer des parasites de la pensée unique, l'anti-hoplosphère bien connu, tels que Rudy le Boutonneux, Constipation Watch, ou encore le belliqueux et rétrovirus. Tristan Mendes France. En parallèle, ça vote pour Benoît Hamon au premier tour des présidentielles. Bref, il coche toutes les cases du métier. Mais ces derniers temps, on ne le voit plus trop sur YouTube, car il est plus actif sur Twitter. Apparemment en froid avec l'autre guignol de la tronche de Traviole, Cavalier n'est presque plus payé par YouTube via la monétisation. Les temps sont durs pour tout le monde, même pour lui. Récemment, il s'est attaqué à l'affaire Epstein sur 3 sujets précis, mais un seul parmi eux s'avère quasiment foireux. Primo, l'affaire en question prouverait la connexion d'une autre affaire connue, le Pizzagate. Effectivement, cette théorie, balancée par une poignée d'internautes afin de semer la confusion, est absurde à tous les niveaux. Le Pizzagate et l'affaire Epstein n'ont strictement aucun point commun entre eux, donc pas la peine de s'éterniser là-dessus. Secondo, la liste des contacts d'Epstein prouverait que tous les noms issus du fameux carnet noir du prédateur sexuel seraient impliqués dans des détournements de mineurs. D'un côté, c'est évidemment faux, mais selon Cavalier, en minimisant la chose, quelques noms le sont forcément, les autres ne seraient que des contacts à part entière. Sauf que le site d'information américain Vanity Fair a rapporté un commentaire formulé par un proche du dossier judiciaire Jeffrey Epstein, je cite, « Ça va être faramineux, la somme de noms. Et tertio, celui qui nous intéresse, le supposé suicide d'Epstein. Nulle surprise pour certains de le voir soutenir cette thèse bancale, par le biais d'un manque de rigueur, d'ignorance, d'omission au niveau des infos et des indices. Mais avant de commencer, notre petit Cavalier n'a même pas été foutu de démonter la théorie fumeuse d'Epstein encore en vie, via son oreille gauche soi-disant non conforme, sans compter une exfiltration vers la maison mère, alors que son cadavre est bien exposé par le documentaire de CBS 60 minutes. C'est pas sérieux ça. À première vue, je dirais que c'est possible qu'il se soit suicidé. On fait quand même face à un homme de 66 ans qui a tout perdu, qui a le déshonneur public total. C'est ça, oui. Et qui risque de passer le restant de ses jours en prison. A noter qu'en plus il avait déjà effectué une autre tentative de suicide quelques jours avant, le 23 juillet, et qu'il avait même écrit un testament 2 jours avant sa mort. Ah bon? A noter qu'en plus il avait déjà effectué une autre tentative de suicide quelques jours avant, le 23 juillet, et qu'il avait même écrit un testament 2 jours avant sa mort. Oui, c'est normal. Bien sûr. Ah oui, le coup du fameux testament magique, celui qui consiste à mettre toute sa fortune dans un trust, avec des bénéficiaires qui resteront inconnus, emballe ses pesées. Bref, si on trouve ce genre de document de 21 pages dans sa cellule, daté de 2 jours avant son suicide réussi, aurait-on trouvé un testament dans la précédente cellule où il se trouvait avant son transfert, dans celle conçue sous surveillance anti-suicide? Aucun. Ah bon, il n'aurait pas fait de testament avant sa première tentative? Pourquoi? Parce que... Pas envie. Ben oui, c'est bien connu de faire un testament avant ta seconde tentative de suicide, et non avant la première. Donc, de choses l'une, soit il avait complètement la tête en l'air, et il s'est dit, putain de bordel de merde que je suis con, où avais-je la tête? Qu'est-ce que mon fric aurait pu devenir? Soit il a voulu faire un test au suicide, sans faire de testament avant, et s'il réussissait son suicide, là il pourra faire son testament avant sa seconde tentative, mais ce ne sera pas facile dans cet ordre. Mais plus sérieusement, par omission volontaire ou ignorance, notre petit Cavalier ne mentionne pas ces indices supplémentaires. Primo, selon le journal britannique le Daily Mail, un proche visiteur d'Epstein avait rapporté que le prisonnier disait avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat plusieurs semaines auparavant, et que le scoop du Daily Mail fut corroboré par une journaliste du Washington Post. Ah. Secondo, selon son avocat, Epstein en prison était d'humeur combative et optimiste voire naïf quant à la suite judiciaire. Et enfin, toujours d'après son avocat, Epstein aurait nié toute
tentative de suicide et affirmait avoir été agressé par son compagnon de cellule, un ex-flic. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus embêtant. Pour la dysfonction des caméras d'abord, tout part d'un tweet d'un militant politique de l'alt-right sur Twitter le 10 août, le jour même de la mort, qui a prétendu que les caméras ne marchaient pas ce jour-là. Et cette histoire de caméra, elle s'est petit à petit imposée comme étant la vérité dans l'imaginaire populaire, sauf qu'en fait, il n'y avait aucun fondement à cette histoire à l'origine. Effectivement, c'était sur 4chan, et cette affiche l'avait postée avant que la nouvelle de la mort d'Epstein ne soit annoncée. Il s'est rétracté en disant qu'il avait tout inventé, et qu'il suppliait les modérateurs de le retirer après qu'il se soit avéré qu'Epstein était mort. Bizarrement, une personne avait posté qu'Epstein était mort 1 heure avant que la nouvelle ne soit diffusée. Les gens n'y ont pas cru au début, puis la nouvelle a été annoncée. Mais hélas, coup de théâtre, notre petit cavalier passera sous silence la suite des événements, puisque contre toute attente, le FBI avait commencé à s'intéresser à 2 caméras qui déconnaient, dont une qui était en panne. Mais au fait, pour la première tentative de suicide, on devrait avoir des images de la vidéosurveillance, n'est-ce pas? Oh, c'est rageant ça. Mais notre petit cavalier ne va pas préciser cet énième détail particulièrement embarrassant. Et j'en veux pour preuve que le 19 novembre 2019, les procureurs fédéraux ont publié une mise en accusation des 2 gardiens qui étaient censés surveiller Jeffrey Epstein. Et donc, ils ont précisé à l'occasion, dans ce document judiciaire, qu'il y avait bien un enregistrement vidéo du couloir devant la cellule de Epstein au 9e étage. Quoi? Un enregistrement vidéo qui a été montré lors du procès et qui montre bien que personne n'entre dans la cellule de Epstein quand il se suicide. C'est quoi encore cette blague? Allons bon, il y avait eu un enregistrement vidéo le soir du meurtre. Je vous demande pardon? Enfin, je voulais dire le soir du suicide. Toujours est-il qu'il faut préciser qu'il n'y en avait pas dans la cellule d'Epstein. Et il est bien écrit, je cite, « À part les 2 gardiens, comme confirmé par vidéosurveillance, personne d'autre n'est entré au Special Housing Unit. Personne n'a effectué aucune ronde au cours de la nuit, et personne n'est entré dans le bloc où se trouvait Epstein. Il était assigné à la cellule la plus proche des surveillants pénitentiaires, dans la partie commune du Special Housing Unit, à environ 5 mètres de la cellule. » Et où se trouve cet enregistrement? Ça? Peut-on la voir? Non. Y a-t-il une source pour qu'on puisse la consulter? Non plus. La presse traditionnelle en a fait part de cette info. Bien sûr que non. Très délicat. De plus, notre petit cavalier précise bien que la vidéo filmait un couloir situé à 5 mètres de la cellule du prédateur sexuel, tout vide de tout passage et de tout mouvement dans le champ de vision de la caméra placée dans ce même couloir, vu que les gardiens assignés n'avaient pas fait leur ronde pendant des heures. Donc, ce n'est plus une preuve en soi, puisque la sauvegarde de cet enregistrement peut être trafiquée très facilement en altérant le segment d'une longueur déterminée, qui montrerait une intrusion dans le couloir vers la cellule d'Epstein afin d'assassiner ce dernier, et d'incorporer ensuite un copier-coller d'un autre segment de la même longueur que l'autre, issu du même enregistrement, qui montrerait un couloir vide, et on n'y verra que du feu. Aucun passage, ni vu ni connu, je t'embrouille. Pas con. Imparable. Ils étaient censés le surveiller toutes les 30 minutes, mais ils n'ont effectivement pas fait leur boulot. Il y en avait un qui était en train de faire ses emplettes sur internet, sur un site de shopping, et l'autre il était juste en train de pioncer. Répète ce que tu viens de dire. Il y en avait un qui était en train de faire ses emplettes sur internet, sur un site de shopping, et l'autre il était juste en train de pioncer. Ah non, c'est à moitié faux mon petit bonhomme. Aucun des 2 gardiens n'était conscient à faire autre chose. Non, ils étaient tous les 2 en train de faire un bon gros dodo, et ce pendant 3 heures. Alors est-ce que cette négligence prouve qu'ils ont été payés pour fermer les yeux? Bah non, des gens qui travaillent mal et qui suivent pas le protocole de leur boulot, mais ça se voit tout le temps. Enfin, je veux dire, des gardiens de nuit qui dorment au lieu de gardienner, ça a dû se voir des milliers de fois rien que devant le conseil de prud'homme en France. Enfin, je veux dire, des gardiens de nuit qui dorment au lieu de gardienner, ça a dû se voir des milliers de fois rien que devant le conseil de prud'homme en France. Un seul, c'est super probable. Mais 2. C'est difficile à avaler, non? Vu qu'il n'évoque que la probabilité écrasante qu'un seul gardien qui peut s'endormir à son poste, afin de faire diversion sur le haut combien se monte la probabilité pour que 2 gardiens assignés à leur poste puissent réussir à pioncer en même temps et à la mauvaise période, cela relève de la mauvaise foi. Donc oui, ils sont poursuivis par la justice américaine pour leur négligence, ils n'ont pas fait leur travail comme ils l'auraient dû, mais ça ne prouve pas qu'ils ont été influencés, payés ou quoi que ce soit pour cela. Donc du coup, de mon point de vue, cet argument des gardiens se tient pas forcément la route non plus. Non, en effet,
mais il ne voit qu'une seule alternative au lieu d'en voir une autre beaucoup moins coûteuse, celle qui consiste à émettre l'hypothèse que les deux gardiens auraient très bien pu ingurgiter un verre de café ou autre avec un gentil petit somnifère introduit à leur insu, et le tour est joué. C'est fort probable. Ensuite, c'est le docteur Barbara Sampson qui l'examine une première fois, le 10 août. Alors, elle évoque pas les causes de la mort, mais elle dit simplement qu'il aurait des os brisés, des os du cou qui seraient brisés, notamment l'os hyoïde. Ah oui, qui est déjà Barbara Sampson, dont son expertise risque d'être sujette à caution. Également sur la porte-parole du médecin légiste en charge de l'annonce, Aja Vorti Davis, une fonctionnaire de New York retweetant le lobby sioniste EPAC, revendiquant depuis 2010 son judaïsme black, et assimile l'antisionisme à l'antisémitisme comme c'était généré. Mais bon, le plus intéressant est ailleurs, car plus précisément, c'est le profil ô combien original du médecin légiste qui nous intéresse. Imaginez au préalable un groupe de musulmans intégristes français célébrant la nomination d'un nouveau patron des hôpitaux de Paris, et ajoutant qu'il s'agit là de leur chouchou, puisque cette situation édifiante s'est réellement produite en analogie à New York, quand le médecin légiste en charge de la prison de New York, où Epstein fut retrouvé mort, avait pris ses fonctions. C'est la juive Barbara Sampson, une idole des juifs orthodoxes pro-israéliens de New York, et nulle surprise de voir l'étonnante popularité de ce toubib dans des groupes locaux de juifs orthodoxes engagés pour Israël. Allez hop, ça c'est fait. Et cet os peut se briser soit lors d'une pendaison, soit lors d'une strangulation. Évidemment, tout le monde a préféré penser à la strangulation parce que c'est un peu plus sexy comme théorie, mais je le répète encore une fois, cet os peut se briser aussi au cours d'une pendaison. Oui, c'est vrai, ça peut être lié soit à l'un, soit à l'autre. Mais il oublie de dire qu'il y avait des fractures de la gauche et de la droite du cartilage thyroïde et de l'os hyoïde gauche, ce qui est improbable dans le cas d'une pendaison. Mais en dehors de ça, comme d'habitude, il ne va pas montrer l'exemple en prenant en considération qu'un rapport d'autopsie, ça peut se bitouiller quand une vérité peut déranger, pour mieux imposer un mensonge qui rassure, et c'est comme ça depuis la nuit des temps quand c'est nécessaire. Alors bon, l'affaire aurait pu s'arrêter là, mais dernier épisode, le frère de Jeffrey Epstein embauche un expert de plateau télé, de Fox News, le docteur Michael Baden, et lui, il va conclure en octobre 2019 que les éléments du dossier montreraient plutôt qu'il s'agissait d'un meurtre par strangulation. Bon, pas la peine d'aller plus loin, il va tailler en pièces ce médecin légiste en question, pour bien le décrire comme tel, un charlatan et un incompétent, basé sur un article à charge. On va lui accorder le point, mais on va lui rappeler 2 ou 3 bricoles. Quant tout mobilier, impossible de bouger quoi que ce soit le lit ou un semblant de chaise, tout est fixé au sol. Rien qu'avec le fait qu'il n'y ait aucun objet dangereux dans la cellule, tel que les stylos qui sont en caoutchouc, cela montre à tel point que ce type de cellule est conçu pour éviter ce genre de choses. Pour se suicider, il fallait une autre personne pour pouvoir le faire. Donc voilà, en conclusion, on avait un type qui avait tout perdu, qui risquait la prison à vie, qui avait déjà fait une tentative du suicide 2 semaines avant, qui avait écrit un testament 2 jours avant sa mort, qui avait écrit un testament 2 jours avant sa mort, qui avait écrit un testament 2 jours avant sa mort, qui a été retrouvé pendu avec ses draps de lit dans sa cellule à quelques mètres des gardiens qui roupillaient. Pardon ? Qui a été retrouvé pendu avec ses draps de lit dans sa cellule à quelques mètres des gardiens qui roupillaient. Qui a été retrouvé pendu avec ses draps de lit dans sa cellule à quelques mètres des gardiens qui roupillaient. Non mais comment ? Il vient de me dire le contraire. Ils étaient censés le surveiller toutes les 30 minutes, mais ils n'ont effectivement pas fait leur boulot. Il y en avait un qui était en train de faire ses emplettes sur internet, sur un site de shopping, et l'autre il était juste en train de pioncer. Avec une caméra qui prouve que personne n'est entré dans la cellule à ce moment-là, et en plus avec un rapport d'autopsie de médecin expert en médecine légale qui conclut que c'est un suicide. Avec une caméra qui prouve que personne n'est entré dans la cellule à ce moment-là, et en plus avec un rapport d'autopsie de médecin expert en médecine légale qui conclut que c'est un suicide. Avec une caméra qui prouve que personne n'est entré dans la cellule à ce moment-là, et en plus avec un rapport d'autopsie de médecin expert en médecine légale qui conclut que c'est un suicide. Mais là on découvre un truc aberrant. Depuis son retour de la cellule Suicide Watch, une surveillance spéciale qui avait été levée au bout de 6 jours sans explication, il était en compagnie d'un codétenu qui avait ensuite été transféré ailleurs, laissant seul Epstein le soir précédant sa mort avec un lit superposé qu'il aurait utilisé quelques heures plus tard pour se pendre avec ses draps. Gros problème, Epstein mesurait environ 1m80 et pesait 84 kilos, c'est quand même fort de café. De plus, au vu de la chronologie des événements, Epstein aurait eu l'audace de vouloir se pendre, sans savoir que son codétenu allait être transféré ce soir-là, et en prenant tous les risques sans savoir, non plus que les gardiens n'allaient pas faire leur boulot. Je dis rien. À l'instar de la marque sur le coup au cœur des spéculations,
qui montrait notamment plusieurs nœuds coulants dans la cellule, visiblement fabriqués avec des draps. Un bout de tissu est également resté accroché dans un trou de la structure en métal du lit, à un peu plus d'1 mètre du sol. Est-ce que Epstein, avec sa taille et son poids, aurait pu se pencher pour se pendre à la couchette inférieure? À vous de voir. Toujours est-il qu'il est ultra logique de retrouver des bandes de tissu, bien découpées pour l'occasion, avec des ciseaux, ou l'aurait-il fait avec ses doigts? Les clichés soulèvent par ailleurs une autre question. Pourquoi aurait-il fait des nœuds coulants avec des draps, alors qu'il avait à sa disposition des câbles électriques? Autre point déroutant, il n'y a pas de photo du corps du prédateur sexuel dans sa cellule telle qu'il a été retrouvé, ce qui aurait permis de mieux comprendre de quelle manière il aurait mis fin à ses jours. D'autant que les clichés disponibles de son cadavre montrent une marque sur le cou, qui ne correspond pas à celle qu'aurait laissé une pendaison, car elle n'est pas située sous la mâchoire, mais plutôt au niveau de la thyroïde de la victime. C'est de plus en plus emmerdant. Conclusion, encore une fois, notre débunker des étoiles nous a concocté des éléments considérablement insuffisants, et ce n'est pas la première fois, et balayer d'autres faits et indices qui doivent corroborer un meurtre. Quant à la salope de Thénardier et ex-gonzesse du prédateur sexuel, la Ghislaine Maxwell, enfin elle pague moins d'1 an après, et en attente de son procès en 2021, ce qui laissera largement le temps à cette ordure de se poignarder 4 fois dans le dos pour mettre fin à ses jours. On va voir si notre petit cavalier aurait le culot de corroborer au suicide, au prochain épisode. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur PayPal si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Réfugiez-vous sur Gab, le Twitter alternatif, et VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.